Échanger tous ensemble sur une première thématique qui est l'employabilité dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme, et surtout avec l'exigence accrue des clients qui ne veulent plus des prestations standardisées mais des vraies expériences humaines avec de l'intelligence émotionnelle, avec de la distinction, avec le sens du détail. Donc j'aimerais poser la question à nos hôteliers, comment est-ce qu'ils font dans un contexte où la jeunesse a de plus en plus du mal avec les emplois manuels, où il faut vraiment mettre de la sueur, transpirer et mettre beaucoup de labeur. Qu'est-ce que font les chaînes hôtelières et les groupes hôteliers pour résoudre cette équation? On va commencer avec Lara, honneur aux dames, pour cette première question. C'est gentil. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être sur ce panel entourée d'experts. Écoutez, il y a énormément d'éléments de réponse, donc je vais essayer d'apporter une toute petite partie à l'édifice. Donc le premier, c'est bien évidemment le recrutement. C'est un enjeu majeur au sein de nos hôtels. On essaie de recruter de manière différente, c'est-à-dire, pour donner des exemples concrets, il y a un an à peu près, on faisait des recrutements opérationnels, c'est-à-dire on appelle une centaine, 150 jeunes à peu près, et plutôt que de lire des CV, tout simplement, on leur demande de passer des épreuves. Voilà, donc on essaye de tester les gens de manière opérationnelle sur le terrain, parce que le constat qu'on fait souvent, c'est qu'il y a des personnes qui ont de très beaux CV, qui peuvent venir à un entretien dire de très jolis récits, mais à la fin, concrètement, lorsqu'on parle de terrain, d'opération, parce que je pense que Pedro et Daniel partagent les mêmes préoccupations que moi, on recherche des ressources opérationnelles. On sait qu'en Afrique, c'est difficile parce que l'hôtellerie n'est pas un métier extrêmement valorisé. Ce n'est pas quelque chose de sexy. On préfère travailler dans l'administration. Donc, on essaie de briser les codes. Une autre action qu'on a menée récemment avec les élites au féminin, on identifie à peu près 100 jeunes filles spécialisées dans le domaine du football. Comme on sait qu'il y a une certaine durée de vie, si je peux dire ça comme ça, on essaie de leur donner un minimum de soft skills, justement, pour pouvoir demain les repositionner dans le milieu professionnel. Donc on cherche en fait vraiment des personnes qui ont de la passion, des personnes qui cherchent des centres d'intérêt profonds. Et après, nous, on peut leur apporter toute la partie hard skill. Et voilà, on cherche tout simplement des talents, des gens qui en ont plein le ventre et qui ont envie justement de briser tous les codes. Merci Lara pour cette vision avec un hôtel indépendant et tout le travail qui a été fait. Peut-être on peut avoir aussi maintenant la vision des grandes chaînes hôtelières avec le groupe Accor. Merci Marc et bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Et je ne vais pas être très original parce que ce qu'a dit Lara, c'est ce qu'on ressent un peu dans tous les groupes hôteliers. Aujourd'hui, on ne fait plus de recrutement, on fait quasiment du casting, ce que j'appelle un casting. Aujourd'hui, on cherche des personnalités et avant, on se focalisait beaucoup sur le savoir-faire. Aujourd'hui, on se focalise plus sur le savoir-être. C'est-à-dire qu'on part du principe que si on a un candidat qui a le savoir-être, on va pouvoir lui amener le savoir-faire. Après, pour pouvoir intéresser ces jeunes à l'hôtellerie, parce que c'est vrai que c'est un métier qui est pas très valorisé, surtout en Afrique, pour être complètement honnête, mais on a les mêmes problèmes en Europe. Hein. Mais c'est d'axer beaucoup sur justement les différentes facettes du métier, le côté rapport humain qui est très important, et puis le côté aussi développement, formation qu'on peut leur apporter. Que ce soit dans un grand groupe ou un groupe privé comme Lara, on mise beaucoup sur la formation interne et sur le développement des compétences de chacun, et de préférence en leur apportant l'axe vers lequel nous on souhaite qu'ils évoluent. Donc c'est là-dessus, je pense, qu'on peut se positionner, et je pense sincèrement, comme nous disait Lara, que en fait, on cherche des personnalités, on cherche des personnages. Aujourd'hui, si j'ai le choix entre un serveur qui a travaillé dans des restaurants, qui connaît par cœur où on met la fourchette, le couteau, le verre, etc., mais qui a un faciès un peu pas très optimiste, et si j'ai quelqu'un à côté qui a une pêche, qui a une envie de faire, mais qui connaît absolument rien, je vais prendre celui qui connaît rien, mais à qui je vais dire, lui, on va lui amener, mais ça va être un vrai personnage qui va créer, comme tu disais, une vraie relation avec le client. Et on dit toujours qu'un client, lorsqu'il quitte un hôtel, se souvient très peu des infrastructures de l'hôtel, mais se souvient d'un ou deux ou trois personnages qu'il a rencontrés dans cet hôtel. Et si on réussit à cela, je pense qu'on a réussi à faire le bon casting. Et un petit rebond pour vous deux. Comment avez-vous géré la marque employeur de vos deux structures pour donner envie à un métier qui est de plus en plus délaissé de postuler à nouveau, de candidater et de travailler dans l'hôtellerie? Je vais attaquer si tu veux. En fait, j'ai la chance avec le groupe Accor d'avoir un nom qui est très connu dans l'hôtellerie et qui continue quand même à faire rêver, parce que c'est une possibilité aussi pour les gens qui rentrent chez nous d'évoluer
et aussi d'une certaine mobilité internationale. Et ça c'est un atout important de dire voilà, en respectant bien sûr les limites de droit du passeport, etc., parce que malheureusement on est limité aussi par cela, mais on a cette possibilité et surtout d'être une des plus grandes écoles de formation hôtelière, puisque je crois qu'Accor est une des plus grandes écoles de formation au monde dans l'hôtellerie avec les 4-5 grands groupes internationaux. Donc c'est avec cela qu'on essaye d'attirer. Mais je t'avoue que c'est de plus en plus compliqué et qu'il faut innover de plus en plus. Pour rejoindre Daniel, pour nous également, c'est pas forcément évident. Après, ça fait à peu près 5 ans qu'on a 2 hôtels à Abidjan. C'est plutôt le management au mérite. On est assez reconnu pour les valeurs qu'on a aujourd'hui en tant que groupe indépendant. Les gens savent, tout à l'heure tu as parlé d'une notion qui est très importante, c'est l'excellence. Les gens savent que dans tout ce qu'on entreprend, on met énormément, on essaye en tout cas de tirer le plus vers l'excellence et d'apporter des vraies notions de service. On a parlé également d'expérience client. C'est une notion aujourd'hui qui est au cœur de notre métier. On sait très bien que l'hôtellerie, comme l'a dit Daniel, c'est pas juste les infrastructures. At the end of the day, sincèrement, pour moi, c'est ce dans quoi j'investirai le moins, mais je préfère réellement avoir des équipes qui sont motivées. Et pour terminer, la dernière chose que je voudrais partager qui est très importante, c'est le management du mérite. C'est-à-dire qu'on a énormément, en 5 ans, de success stories de personnes qui ont commencé en tant que plongeurs, en tant que femmes de chambre, et qui aujourd'hui sont à la tête de différents départements de l'hôtel, et on espère à la tête demain des différents hôtels qu'on pourra développer. On reviendra dans quelques instants sur cette notion de mérite avec la question des managers. Mais avant, j'aimerais aussi avoir l'angle un peu plus profond sur le côté investisseur. On sait que l'hôtellerie est une classe d'actifs immobilières. Donc quand on parle d'hôtellerie, on parle d'immobilier avant tout, ne l'oublions pas. Et aujourd'hui, sur le continent africain, principalement en Afrique de l'Ouest, Pedro, est-ce que tu peux nous donner un peu les attentes principales des investisseurs qui investissent dans le secteur hôtelier? Quelles sont leurs orientations? Qu'est-ce qui compte pour eux? Et qu'est-ce qui va faire la décision de dire je vais investir mes millions ou mes milliards de francs CFA dans des actifs hôteliers? Oula, c'est une grande question. D'abord, vous remercie de nous avoir invités et de participer à ce moment qui, à bien des égards, est émouvant pour plein de raisons. D'abord, il y a plusieurs choses. D'abord, il faut gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des projets sans qu'ils soient rentables. Ce n'est pas une activité philanthropique. Donc, il y a des tickets d'entrée, il y a des prix de revient et il y a des rendements futurs. Ensuite, il y a la taille du marché. La taille du marché, Abidjan est un sujet tout à fait particulier, puisque c'est un sujet qui, on en parlait juste avant, peut paraître comme un peu saturé par rapport à l'ouverture de nouveaux hôtels annoncés et à la capacité d'absorption. Et donc, il faut avoir des modèles qui soient de plus en plus résilients, en tout cas anticiper les grands à-coups. Pour autant, c'est un marché qui est en plein boom, et ça répond au sujet RH qu'on évoquait juste avant. C'est-à-dire que le besoin en matière de ressources humaines est colossal. Aujourd'hui, bon an, mal an, on parle de 250 000 emplois en Côte d'Ivoire sur le secteur du tourisme. Le tourisme, c'était en pleine crise, 1,5% du PIB. La cible 2030, c'est 7% du PIB. C'est passé de 250 000 à 500 000 collaborateurs. Il y a 250 000 personnes à ramener à l'intérieur des hôtels pour y travailler, en répondant aux exigences qui ont été citées. Donc on n'est plus en train de parler d'un travail où on va prendre le temps un par un, et il faut le faire. Pas que, il faut réussir maintenant à industrialiser ce qui vient d'être évoqué. Comment on industrialise le savoir-être? Comment on donne des skills en quantité à des gens qu'on va façonner heure par heure, minute par minute, avec un management de proximité pour que le mimétisme dans l'excellence soit réalisé au meilleur niveau. Et ça, quand on est investisseur, figurez-vous qu'on le regarde aussi bien que ce qu'on regarde sur un projet en termes de qualité de bâtiment et d'emplacement. Je regarde des projets aujourd'hui qui sont soutenus par des bailleurs de fonds internationaux en subvention. Pourquoi? Parce qu'on crée des emplois. Pourquoi? Parce qu'on crée des emplois qualifiés et qu'on emploie des hommes et des femmes qui sont des emplois non délocalisables, locaux, qualifiés et qui progressent et grandissent dans la fonction. Donc les bailleurs, les grandes maisons de subvention liées au développement sont très demandeurs à ce que l'industrie dont on a parlé tout à l'heure ne s'exprime pas uniquement dans les grandes unités industrielles de transformation, mais que l'industrie du sourire soit également à la page des besoins des grands bailleurs et financeurs. Donc le capital humain, il est central quand on regarde un projet. Aujourd'hui, on ne regarde pas si on ne sait pas comment on a formé, comment on a recruté, combien va payer les gens, quelle est l'adhésion, quelle est la marque, quel est le message, quel est le storytelling. Et d'ailleurs, il y a une telle compétition que, je pourrais le dire comme ça presque, entre Daniel et Lara, ils vont s'arracher les talents. Moi, pour l'instant, j'arrive au tour et j'essaie de voir comment je peux rentrer dans des projets avec eux. Mais en attendant, c'est déjà la guerre pour capter les meilleurs, pour fidéliser. Et là, le combat est immense. Et donc, au fond, le sujet, je vous laisserai vous battre après. Au fond, le sujet, c'est le sujet de l'attractivité de l'emploi,
de la prise de conscience politique et publique que le tourisme est une filière d'avenir et qu'il faut y investir massivement, comme dans l'agriculture, on l'a dit ce matin, avec la même intensité dans le tourisme, s'il vous plaît. On a toujours, et je termine là-dessus, l'impression que le tourisme est un peu baroque, un peu romantique, que ça marche tout seul. Non, le tourisme a besoin d'avoir un soutien politique, public, privé, au meilleur niveau pour que cette filière soit attractive, qu'on garde les talents et qu'on crée des emplois. Merci Pedro. Et On peut partir, hein, c'est bon, il a tout dit. Et quand on parle d'investissement hôtelier, j'aimerais que Daniel rebondisse sur quelque chose, puisque on pense souvent que celui qui est propriétaire de la chaîne hôtelière ou propriétaire de l'hôtel, il détient toute la chaîne. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Afrique, on a bien souvent un modèle où il y a un investisseur X et il y a une chaîne hôtelière qui a un contrat de gestion et qui s'occupe de la gestion pour cet investisseur. Donc Pedro a parlé de l'intérêt de l'investisseur en lui-même. J'aimerais que Daniel nous dise un peu plus le rôle de Accor en tant que gestionnaire et non pas propriétaire d'hôtel. Comment vous voyez-vous les choses ? C'est une très bonne question parce que c'est souvent quelque chose, lorsque je rencontre un ministre du Tourisme dans un pays ou bien quoi, il me dit alors quand est-ce que vous venez nous construire un hôtel? C'est souvent ce qui ressort parce que pour eux, Accor, 5700 hôtels dans le monde, 5700 hôtels qui nous appartiennent. En fait, Accor, c'est un opérateur hôtelier. Donc, pour qu'un hôtel ouvre, il faut qu'il y ait des investisseurs qui décident à un moment de porter un projet hôtelier et ensuite, donc ils sont propriétaires des murs, ils délivrent les salaires, etc. Enfin, ce sont eux les employeurs en quelque sorte et ils signent un contrat de management avec un opérateur hôtelier. Ces opérateurs hôteliers s'appellent Sheraton, Marriott, Accor, Intercontinental, etc. Donc nous arrivons et nous avons le travail de faire tourner l'hôtel, donc de l'opérer. Et donc former le personnel, le recruter, le former plutôt, le faire évoluer, etc. Mettre en place les standards de qualité dont parlait Pedro, etc. Donc c'est une grosse différence qu'il faut faire très attention entre des propriétaires et des opérateurs. Si je prends par exemple le Sénégal, Accor a 4 hôtels au Sénégal, 4 hôtels qui ont un partenaire propriétaire qui s'appelle Casada Corporate Management et qui ont choisi un opérateur qui s'appelle Accor pour manager ces 4 hôtels. Si je prends Abidjan, on a 8 hôtels à Abidjan, on a 4 hôtels avec Casada, un hôtel avec l'État et 2 hôtels avec des partenaires privés. Donc, Accor n'est plus propriétaire d'hôtels. On est ce qu'on appelle sur de l'asset light, de l'asset management. Et donc, nous gérons des hôtels pour le compte de propriétaires. C'est très important d'avoir cette nuance. Donc ce qu'il faut savoir, c'est lorsque vous voyez des hôtels sur le continent africain, bien souvent, ils n'appartiennent pas aux chaînes hôtelières Marriott, Accor ou Hilton. Ils appartiennent à un privé qui a décidé de se lancer dans l'aventure de l'hôtellerie. Mais en parlant de privé qui se lance dans l'aventure hôtelière, Lara a fait un choix différent, puisque en lançant ces 2 hôtels, l'hôtel Aishti et le Palais d'Aqua, elle aurait pu se dire, je vais le mettre sous enseigne Marriott, sous enseigne Pullman, Intercontinental ou autre, mais elle a fait le pari de dire, je vais en indépendant. Quelles ont été les raisons qui t'ont poussé, toi, à faire des hôtels indépendants en Côte d'Ivoire ? Écoute, c'est bien plus qu'un pari. Hein. Tu sais, au début, c'était complètement de la folie. Être autour de tous ces grands groupes hôteliers, que ce soit Accor, Azalai et autres. Sincèrement, tout le monde m'a dit, mais Lara, tu vas jamais réussir. Après, on a un emplacement idéal, sincèrement, il faut le dire. On a des équipes exceptionnelles. Comme ce matin, quelqu'un le disait, c'est vrai qu'on voit l'entrepreneur en tant que tel, mais ce n'est pas nous qui faisons le travail. Nous, on impulse, on donne juste l'impulsion et la vision. Et derrière, il y a une tonne d'équipes qui travaillent et qui permettent de le rendre réel. Et aujourd'hui, le pari, c'est de se dire, oui, on a des chaînes hôtelières, mais aussi on peut être hôtelier indépendant, créer une marque. L'avantage qu'on a, c'est qu'on est 2 hôtels aujourd'hui à taille humaine, et c'est nous qui allons de la construction au concept, à l'exploitation, et on maîtrise vraiment toute la chaîne de valeur de A à Z. Ça nous donne énormément d'opportunités de manière quotidienne. Aujourd'hui, on travaille même sur le développement d'autres hôtels, que ce soit à Abidjan et on espère plus tard dans d'autres pays d'Afrique. Après moi, j'ai toujours été une grande rêveuse. Je pense que c'est pour ça que je suis assise là aujourd'hui. J'ai toujours dit, il y a quelques années, plus tard, j'ouvrirai une chaîne d'hôtels en Afrique. J'ai commencé assez jeune, mais au moins j'ai commencé et je pense que voilà, le meilleur reste à venir pour l'ensemble de cette chaîne d'hôtels. Magnifique. Alors, le secteur hôtelier et la restauration, ce sont des secteurs qui font parler tout le monde. Tout le monde a un avis sur le restaurant du coin, l'hôtel du coin, et tout le monde voyage énormément dans les classes business. Donc, il y a vraiment dans ces sphères affaires, il y a un sujet hôtelier. Et quand on parle de ce sujet hôtelier, on compare souvent avec l'Occident, et on se dit, ah ben tiens, en France, il y a des hôtels qui sont gérés comme ça, en Italie, aux États-Unis. Et ça pousse à la question du management de ces hôtels. Comment sont-ils dirigés ?
Donc aujourd'hui, comment est-ce que vous, les acteurs hôteliers, vous parvenez à intégrer des managers locaux qui arrivent à insuffler cette excellence et ce sens du détail, tout en composant avec cette dimension locale? Donc Daniel, est-ce que tu peux commencer sur cet aspect? Le manager local africain des hôtels, est-ce un mythe ou une réalité? Non, non, c'est une réalité. Moi, je vais te donner 2 chiffres. Il y a 10 ans, sur le premium mid-scale et économique en Afrique subsaharienne, donc ça représente une petite cinquantaine d'hôtels, nous avions 23%, si ma mémoire est bonne, 23,5% de managers expatriés. Aujourd'hui, sur le même périmètre, nous avons 3% de managers expatriés et principalement dans des domaines comme la cuisine, par exemple. Mais sinon, aujourd'hui, le secret, c'est de... Parce que tout à l'heure, tu parlais comment faire rêver des jeunes à travailler dans l'hôtellerie. Ben, c'est en leur montrant ces possibilités. C'est en leur disant, vous allez pouvoir, à un moment, prétendre un rôle de manager. Mais ça implique, et là, que ce soit dans le privé ou dans des hôtels indépendants ou des hôtels de chaîne, ça implique une grande application du directeur général à la formation et du groupe à la formation. Et ensuite, plus important encore que le management, je ne sais pas si tu vas en parler après, mais il y a le middle management, qui est là le plus compliqué. Parce que toutes les écoles de formation en Afrique, mais même ailleurs, très honnêtement, ne forment pas à ces métiers-là. À la limite, on peut former des managers, mais du middle management, c'est très compliqué. Et nous, la direction qu'on a prise, c'est que ce middle management, on le trouve dans nos employés. C'est-à-dire dans ce qu'on appelle les heartistes chez Accor, les collaborateurs. On identifie quelqu'un qui a envie d'évoluer et on le fait grandir à un poste de middle manager, voire ensuite à un poste de manager, bien entendu. Mais en fait, je pense qu'il ne faut plus attendre après l'extérieur. Parce que souvent, j'ai entendu beaucoup de discours, il n'y a pas d'école de formation, et les écoles de formation, il faut arrêter. En fait, aujourd'hui, si vous attendez après ça, vous n'aurez jamais de managers locaux. Il faut les former vous-même et les faire évoluer vous-même. En tout cas, c'est mon avis. Merci. Et un dernier point que j'aimerais aborder avec Lara et Pedro. Quand on parle de voyage, on parle de voyage aussi intra-Afrique, entre les pays du continent africain, et on constate beaucoup d'obstacles. Des obstacles administratifs, avec les visas ou autres, des obstacles liés à la destination et à la desserte de certaines villes où il faut passer par plusieurs escales pour s'y rendre, et parfois des infrastructures qui sont compliquées. Donc vous, en tant qu'hôtelier et en tant qu'investisseur, qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui pour simplifier le voyage du voyageur africain? Qu'est-ce que vous avez à l'esprit par rapport à ça? Bon, tu as déjà soulevé un certain nombre de barrières qui sont des barrières physiques, administratives et qui sont majeures. Le coût du transport, essayez de prendre un avion entre Lomé et Abidjan, vous allez payer en classe économique entre 600 et 800 euros. Et vous avez 30 à 40% de taxes sur le prix de votre billet. Donc vous avez déjà une réalité de mobilité qui est un vrai frein au développement des affaires dans la région. Deuxièmement, vous avez les visas. Vous avez quantité de visas qui existent entre différents pays de la zone, ça ne marche pas. Il va falloir que, et la ZLECA fait très attendu pour que la libre circulation des capitaux, des biens et des personnes puisse permettre de libéraliser ce marché et enfin faire tomber ces barrières qui empêchent le tourisme d'affaires et les mobilités régionales sud-sud de manière un peu plus intense. Et puis il manque une grande compagnie aérienne. On parlait de coût des transports. Il y a eu Air Afrique il y a bien longtemps. Je ne trahirai pas, et avec beaucoup de respect pour Daniel, mais peut-être as-tu connu les dernières années de Air Afrique? Pas nous. Non, mais... toi peut-être. mais au fond, c'était un joli rêve. Ce rêve s'est effondré pour des raisons de gouvernance contestables, mais la réalité, c'est que c'était ce qu'il fallait. Et cette grande compagnie panafricaine, elle n'existe plus. Aujourd'hui, Ethiopian est en train d'y répondre en partie. Ethiopian a un rayonnement panafricain qui est assez dense, mais ça ne suffit pas. Et puis pour terminer, et je passerai la parole à Lara sur le sujet, je crois qu'il faut aussi penser le voyage différemment. Daniel partage, je pense, sans aucun doute cette dimension-là, c'est que le voyage d'affaires devient de plus hybride. On a parlé hybridation depuis longtemps, depuis ce matin, etc. Et l'hybridation, j'y crois beaucoup, c'est au fond de tout ce que l'on fait. Ça se retrouve même dans les financements, ça se retrouve même dans les bâtiments, ça se retrouve même dans le capital humain qui doit être capable de traiter différents métiers en même temps. Le middle manager comme le manager, il fait plein de choses en réalité. Et donc il doit être agile face à toute cette complexité pour la digérer et que la vie du visiteur, du touriste, soit simple et facile, que toutes ces aspérités lui soient gommées par l'expérience réalisée et offerte grâce au management intermédiaire ou total. Donc sur ce sujet-là,
penser le voyage d'affaires différemment avec des externalités positives aux extrémités, arriver plus tôt, partir plus tard, offrir des voyages à l'intérieur du voyage, améliorer l'expérience à l'intérieur du voyage avec du travail et beaucoup plus de mixité en termes de nomadisme du business. Est-ce que je vais travailler pendant une semaine à tel endroit? En fait, on voit de nouveaux usages naître qui vont nous permettre de redéfinir ce qu'est réalité le tourisme d'affaires tel qu'on l'a connu. Je pense qu'il est un peu mort. Et je terminerai sur un dernier point qui est probablement, le continent nous offre l'opportunité d'écrire ce qu'est le voyage d'affaires de la prochaine décennie, vu par l'Afrique et par les Africains, qui est probablement différent de celui que l'on connaît en Europe du Nord. Bien sûr qu'il y aura des capillarités et des inspirations, mais on doit aussi écrire sur le continent en apprenant les besoins. Succès d'une chaîne comme Azalaï. Azalaï, qu'est-ce que c'est? C'est le plus grand réseau social des commerçants du Sahel. C'est d'abord la plus grande maison où les commerçants du Sahel se retrouvent aujourd'hui. Et hélas, ils aiment bien aller plus là-bas. Certains vont aussi chez vous, bien évidemment. Mais ils retrouvent leur code, c'est leur maison, etc. C'est le prolongement de leur vie quotidienne. Voilà. Et je pense que le tourisme d'affaires doit être lu comme un prolongement de la vie simplement et avec des externalités avant et après qui permettent d'hybrider et d'offrir plus de solutions et d'expériences. Lara, je t'en prie. Je vais juste compléter ce que Pedro a dit. Aujourd'hui, comme il l'a dit tout à l'heure, investir dans l'hôtellerie, la première chose qu'on regarde, c'est avant tout la rentabilité. Avec le groupe Casada, notamment Olivier Granet et Pedro, on a monté le Africa Investor Council. On était en Afrique du Sud il y a 2 semaines justement pour aborder la question. Et il y a 4 enjeux majeurs aujourd'hui qu'on essaie de traiter. Donc le premier, c'est la fiabilité des informations. C'est-à-dire qu'en tant qu'investisseur, lorsqu'on investit dans un pays, on veut avoir un minimum d'informations fiables et sur lesquelles on peut s'appuyer pour être sûr que le risque qu'on va prendre au vu de l'investissement qui est colossal répondre réellement aux besoins du marché, comme l'a dit Daniel tout à l'heure. Ensuite, on a les bonnes pratiques, c'est-à-dire il faut qu'on puisse s'unir, nous, hôteliers, aujourd'hui, quelle que soit la taille, que ce soit les grandes chaînes ou les hôtels indépendants, qu'on puisse s'unir et partager les bonnes pratiques, quelles que soient les destinations dans lesquelles on veut s'implanter, pour être sûr qu'à la fin de la journée, on fasse réellement les bons investissements au bon endroit et avec les bonnes personnes. Le troisième sujet, c'est l'éducation, mais je pense qu'on en a suffisamment parlé. Et le dernier, c'est le dialogue entre les publics et les privés. Voilà, c'est un sujet auquel également on essaie de répondre avec la visite qu'on a effectuée il y a quelques semaines avec le ministre Yandou Fofana et également la ministre en Afrique du Sud, justement pour être sûr qu'on partage vraiment tous les mêmes objectifs. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment une histoire de vision. Il faut pouvoir impulser quelque chose d'assez profond, d'assez ancré pour pouvoir réellement faire changer les codes et faire briller le continent. Merci. Je t'en prie, Daniel. Non, pour rajouter juste, enfin je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, et c'est très intéressant de le voir du côté investissement. C'est intéressant même pour nous. Il y a un vrai problème vraiment de transport aérien en Afrique, on le sait. Il y a un vrai problème de visa également en Afrique. Quand j'entends que certains pays envisagent de remettre en place des visas, ça me surprend beaucoup. Et il y a des exemples. Moi j'ai un collaborateur sénégalais qui n'a jamais... On a des hôtels en Namibie. Il n'a jamais pu rentrer en Namibie parce qu'il n'a jamais eu de visa à Sénégalais, en Namibie. Je te dis, il y a quand même des problèmes. Donc ça, c'est un vrai souci. Et une chose très intéressante, je trouve que vous avez dit tous les deux sur le parcours d'un voyageur d'affaires, c'est une phrase que j'ai l'habitude de dire, mais aujourd'hui, les hôtels, ce ne sont plus des endroits où on dort, on mange. C'est des hôtels où on vit. Et c'est des hôtels où il faut mettre donc de la vie. Et donc faire découvrir tout ce qui fait la force du pays où le voyageur d'affaires est, la culture, la mode, la musique, la peinture, la photo, etc. Enfin, tout ce qui fait les richesses de ce pays. Et donc, je crois que, comme tu disais, on peut réinventer le tourisme d'affaires et pourquoi pas en Afrique. Pedro, Lara, Daniel, merci pour vos interventions sur le secteur de l'hôtellerie passionnant. Merci Marc. Merci. Merci à toi.